Nous achevons notre séquence d'audition de ce jour, qui était très chargée, et nous accueillons M. Cyril Dalmont. M. Dalmont, vous êtes juriste, également chercheur associé à l'intelligence artificielle à l'Institut Thomas More. Nous vous remercions d'avoir accepté de vous exprimer devant nous. Le sujet de l'intelligence artificielle est très médiatisé. Il apporte des perspectives d'évolution de la pratique de la médecine, semble engendrer aussi des inquiétudes, des fantasmes, etc. La question de la potentielle régulation de l'intelligence artificielle en santé et de ses conséquences éthiques étant l'un des enjeux majeurs de la révision de la loi de bioéthique. Nous souhaiterions bénéficier de votre expertise et connaître vos positionnements sur ces sujets. Je vais vous laisser dans un premier temps la parole pour un exposé. Ensuite, nous pourrons procéder à un échange de questions et de réponses. Je vous laisse la parole, Monsieur Dalmont. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, je vous remercie infiniment de m'avoir invité à évoquer devant vous la question multiforme et aux contours parfois flous des implications de l'intelligence artificielle et de son développement fulgurant dans les champs couverts par la loi relative à la bioéthique. De fait, l'intelligence artificielle, la robotique et la domotique envahissent notre quotidien à une vitesse inimaginable. Le monde de la santé, de la recherche, de la médecine du quotidien, notamment la télémédecine, de la médecine prédictive ou encore le choix de l'humain en dernier recours vont être totalement transformés et impactés par des technologies qui n'existaient pas quand les soignants d'aujourd'hui ont commencé leurs études. La vitesse de propagation des objets connectés et des logiciels experts est exponentielle. Il y a 10 ans, lorsque l'on parlait de domotique, il s'agissait de portes de garage électriques. Il y a 5 ans, il s'agissait d'interphones vidéo. Aujourd'hui, nous parlons par exemple de montres qui calculent en temps réel votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, votre taux d'oxygène dans le sang, tout en stockant ces informations sur un cloud qu'une intelligence artificielle à l'autre bout du monde peut analyser en quelques secondes afin d'en déduire votre état de stress, de fatigue, de capacité au travail, etc. Dans son avis 129 du mois dernier, le Comité consultatif national d'éthique qualifie même ce rythme de diffusion du numérique au sein de notre système de santé de fait majeur irréversible. Le monde de la santé, comme le reste de notre environnement, va changer. Les répercussions pour les patients et les soignants vont être colossales. Pour tenter de vous apporter mon modeste éclairage, qui sera plus éthique et juridique que technique, mon intervention sera articulée en 3 temps. D'abord, pour vous faire prendre la mesure du brouillard d'incertitude dans lequel nous baignons sur ces sujets, puis pour vous montrer et vous convaincre, si nécessaire, de l'urgence d'une réappropriation par le politique et d'une authentique régulation. Enfin, en passant en revue un certain nombre d'enjeux concrets et opérationnels pour lesquels je me permettrai de vous soumettre quelques recommandations et quelques pistes de réflexion. Un brouillard d'incertitude tout d'abord. La révision de la loi relative à la bioéthique, à laquelle vous êtes appelés à voter en tant que législateur dans les prochains mois, va devoir se faire sur la base de connaissances existantes, mais également sur une logique d'anticipation bien délicate de ce que sera l'état de la science et de la technique dans les prochaines années. Sans du tout parler de science-fiction, vous allez devoir anticiper des évolutions techniques qui ne sont parfois même pas à l'état d'idée ou d'intuition dans la tête des chercheurs et qui, sous 5 à 10 ans, auront envahi notre quotidien. C'est cette vision prospective que le juriste que je suis et que vous, par votre fonction de législateur, redoutons évidemment, car habitués à étayer nos raisonnements sur des normes et des outils déjà existants. Responsabilité du fait d'autrui, du fait des animaux, du fait des produits défectueux, du fait des choses. Réflexe naturel, mais raisonnement partiel, car aucun de ces régimes juridiques ne résiste à une analyse poussée de la situation qui se profile devant nous. Conclusion à laquelle arrivent Julia Petreluzzi et Marie Miliotis dans leur ouvrage « L'intelligence artificielle, ses enjeux en droit civil européen » que je me permets de vous inviter chaudement à consulter. Cette incertitude, cette instabilité, ce brouillard dans lequel nous avons à réfléchir et dans lequel vous aurez à légiférer se devine au travers de 2 petits indices récents. Le rapport de synthèse du CCNE relatif aux États généraux de la bioéthique nous apprend que la participation citoyenne sur le site des États généraux de la bioéthique a été particulièrement faible. Sur des questions relatives aux données de santé, avec 2730 participants et 1188 contributions,
celle relative aux neurosciences, avec 2877 participants et 1458 contributions, et celle relative à l'intelligence artificielle, avec 4152 participants et 1853 contributions. À titre de comparaison, la thématique procréation et société a mobilisé 17 559 participants et 29 106 contributions. Deuxième élément, il me paraît en effet particulièrement révélateur que le rapport de votre collègue Cédric Villani de mars dernier, qui fut pourtant présenté comme un temps fort de la réflexion sur l'intelligence artificielle, est très peu cité dans l'avis 129 du CCNE, 3 fois seulement. Cela s'explique, selon moi, par le fait que ce rapport se présente avant tout comme une sorte de Summa Technologia, compilation d'avis de techniciens, de spécialistes sur l'état d'avancement de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la domotique et de l'humain augmenté, qui laisse malheureusement la portion congrue aux enjeux éthiques et leur prolongement politique, les questions de régulation. Pour moi, le fait que les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle et à ses développements soient encore si peu traités et soient une sorte d'angle mort du débat public n'est pas tant dû à un désintérêt pour ces sujets qu'à un déficit d'information, à un retard dans la gestion des problématiques de l'intelligence artificielle, de la robotique et de la domotique par les pouvoirs publics et par voie de conséquence à la faiblesse du niveau de formation des Français sur le sujet. On peut donc affirmer que la problématique qui nous occupe aujourd'hui est à la fois plongée dans un brouillard d'incertitudes et insuffisamment documentée et renseignée. Si je puis me permettre, cela doit inviter le législateur à une saine prudence. Cette prudence à laquelle vous invite d'ailleurs, et c'est le deuxième point que je voudrais mettre en lumière devant vous, nombre d'acteurs qui réclament avec insistance un cadre législatif et réglementaire clair. Il convient en effet de ne pas se laisser noyer par des considérations techniques, comme le fait selon moi le rapport Villani, considérations techniques réelles ou fantasmées qui ne laissent plus beaucoup de place dans le débat public à la réflexion sur la régulation. Je me permets de citer devant vous, d'une manière qui pourra vous paraître monotone, je vous prie de m'en excuser, un certain nombre d'instances internationales, pour la plupart, qui ont réclamé ces 2 dernières années que le politique se saisisse enfin de la question. En avril 2018, le comité spécial de la Chambre des Lords du Royaume-Uni a demandé la création d'un conseil pour l'intelligence artificielle afin d'informer les gens dès lors qu'une décision cruciale qui les touche ne sera pas prise par les humains. En novembre 2007, la déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable, qui est une initiative de l'Université de Montréal, visant à l'amélioration du bien-être collectif dans le respect et l'intérêt de tous. En septembre 2017, le rapport du Comité international d'éthique concernant les mégadonnées de santé. En septembre 2017 encore, le rapport de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies sur l'éthique de la robotique. En février 2017, la résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique. Début 2017 encore, les recommandations de l'OCDE sur la gouvernance des données de santé. En octobre 2007, enfin, la déclaration de l'Autorité mondiale du médicament sur les considérations éthiques concernant les bases de données de santé et les biobanques. À cela s'ajoutent des déclarations et des pétitions régulières de scientifiques, de chercheurs, d'industriels qui appellent à la retenue et à la prise en main de la question par la puissance publique, par la voie de la régulation. À titre d'illustration, pas plus tard qu'hier, à l'occasion de la Privacy Conference au Parlement européen à Bruxelles, Tim Cook, le PDG d'Apple, a lancé une cinglante attaque contre le complexe industriel des données personnelles en déclarant que nos données personnelles, de notre vie quotidienne jusqu'à notre plus grande intimité, sont aujourd'hui utilisées contre nous avec une efficacité toute militaire. Toutes ces informations inoffensives en elles-mêmes sont minutieusement assemblées, synthétisées, échangées et vendues. Les responsables politiques et en premier lieu le législateur doivent entendre ces appels et y répondre, sans se laisser impressionner par la technique et les techniciens. Il est vrai que ces dernières années, l'action publique a pu paraître à la traîne, voire brocardée, lorsque ces interventions touchaient des domaines très techniques, avec l'idée sous-jacente selon laquelle les évolutions technologiques seraient affaires d'experts et de spécialistes de haut niveau, ne pouvant appartenir qu'à la sphère privée. Avant-hier encore, dans l'Express, Laurent Alexandre brocardait, je cite, « la nullité scientifique des politiciens ». Mesdames et messieurs, cela ne doit pas vous impressionner. C'est votre rôle que d'imposer un cadre et un cadre prudent à ces évolutions techniques. Ce n'est pas le rôle des entreprises privées, quel que soit leur domaine d'activité et leur chiffre d'affaires,
de s'autoréguler, et cela malgré l'existence de comités d'éthique chez quasiment tous les GAFAM américains, les BATX chinois ou les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Même si c'est une bonne nouvelle que Google, sous la pression de ses salariés, ait une nouvelle fois renoncé le 15 octobre dernier à concourir au contrat pluriannuel de cloud computing proposé par le département de la Défense américain, ce type de situation reste totalement exceptionnel. C'est bel et bien à la puissance publique de fixer des règles et des limites quant à l'émergence de technologies qui sont potentiellement dangereuses pour nos libertés, notre intimité, notre santé, voire notre humanité et notre devenir commun. Alors que signifie cet appel à la prudence et à la régulation dans le champ qui vous occupe? Pour répondre à ces enjeux majeurs que je vais maintenant détailler devant vous, il est des analyses que l'on peut emprunter à la philosophie, au droit et à l'éthique, sans nécessairement plonger dans un scientisme ou dans un technicisme inopérant. Je vous propose donc d'analyser 7 enjeux, 7 domaines impactés et me permettrai de vous proposer quelques pistes de réflexion pour chacun. D'abord, le traitement et la collecte des données de santé des patients. Au-delà de l'idée d'un hub ou d'une plateforme de santé nationale portée par le président de la République et le CCNE, il faut appréhender la collecte des données dans leur intégralité pour pouvoir être réellement efficace. Ainsi, des données brutes qui ne présentent aucun aspect sensible, prises individuellement, et qui sont collectées plus ou moins librement par une multitude d'opérateurs, malgré le règlement général sur la protection des données, peuvent rapidement, une fois concaténées entre elles, révéler des aspects majeurs de l'état de santé d'un patient. Face à ce risque, on pourrait simplement mettre en place un code couleur en fonction du degré de confidentialité ou de sensibilité des données en cause et de leur traitement, avec une labellisation par l'État des entreprises et de leur niveau d'habilitation à traiter certaines données en fonction d'un cahier des charges précis et des garanties de sécurité apportées par les entreprises et organismes publics habilités. À titre d'illustration, les données permettant de réaliser de la médecine prédictive devraient être classées comme les plus sensibles, avec une interdiction absolue de diffusion auprès de certaines institutions ou certains acteurs économiques, assurances, mutuelles, banques, bailleurs par exemple, afin d'éviter toute précarisation numérique de l'individu, qui ne pourra plus s'assurer, se soigner, contracter un emprunt ou louer un bien si ces facteurs de risque sont trop importants. Deuxième point que je voulais voir, les relations entre soignants et patients face au diagnostic médical. Les relations entre soignants, tout comme les relations entre soignants et patients, vont également être transformées dans leur quotidien, avec l'apparition de diagnostics et d'ordonnances issus d'intelligence artificielle. Afin d'identifier de manière certaine les diagnostics réalisés par des intelligences artificielles, il serait assez facile de concevoir un pictogramme à imposer de manière systématique sur tous les actes, images ou ordonnances réalisés par une intelligence artificielle afin d'en avertir les soignants et les patients sans équivoque. Ce pictogramme permettrait également aux patients de se prévaloir d'une intervention en dernier recours, une intervention humaine en dernier recours, qui devra dorénavant s'imposer comme un droit. Le CCNE parle, lui, dans son avis 129, d'un principe législatif de garantie humaine. Tout est là, c'est la même idée. Le troisième point que je voulais voir concerne la responsabilité civile de la machine. Comme nous l'avons vu, en l'absence d'un droit spécifique de l'intelligence artificielle et de la robotique, il serait plus prudent en matière de responsabilité des intelligences artificielles et des robots dans les services de santé de les rattacher à un spécialiste référent et à son assurance, afin de protéger les patients contre une recherche de responsabilité en cascade qui risquerait finalement de se transformer en recherche de non-responsabilité. Ensuite, concernant la réalisation des diagnostics et des ordonnances par les intelligences artificielles, en plus du pictogramme obligatoire et l'appel à un humain en dernier recours, en partant du principe que toute machine est piratable, fait que personne n'évoque jamais, un protocole très strict de contrôle régulier des actes devra être mis en place afin de maîtriser le plus strictement possible les risques de hacking ou de cyberterrorisme médicaux à grande échelle. Concernant les prothèses numériques et mécaniques, le handicap est un autre domaine majeur
dans lequel les espoirs suscités par l'intelligence artificielle et la robotique sont grands pour les personnes touchées. Mais ils contiennent un risque non négligeable de dérives transhumanistes qui doivent également être anticipées. Ainsi, concernant les prothèses numériques et mécaniques, une règle simple devrait selon moi s'appliquer. Tant qu'une prothèse permet de pallier la défaillance de fonctionnement normal d'un membre d'un individu, on est dans le cadre du soin et éthiquement rien ne s'oppose à la démarche. En revanche, si l'on cherche à dépasser la limite humaine, on franchit une frontière dangereuse pour notre humanité, à savoir une recherche d'humains augmentés avec un risque d'eugénisme à terme. La loi devrait être garante de cette frontière. Les opérations chirurgicales par une machine autonome. L'actualité récente laisse entrevoir que dans des échéances assez courtes, des opérations chirurgicales totalement automatisées seront possibles. Concernant les conditions dans lesquelles une machine autonome pourra opérer un patient, deux règles simples mais majeures devraient s'imposer en plus du consentement renforcé du patient. La présence systématique d'un spécialiste référent devrait être imposée durant cette opération. Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais lorsque demain, ce type d'opération deviendra une routine, notamment dans le cadre de la médecine ambulatoire, des tentations financières risquent de faire leur apparition avec l'intervention d'un simple opérateur non spécialiste. L'existence d'un protocole d'arrêt d'urgence au niveau hardware est un test obligatoire de son fonctionnement avant toute intervention devra être effectué, en partant du principe que toute machine, une fois encore, est piratable. Enfin, dernier enjeu concernant la régulation des acteurs et des questions éthiques. Concernant la régulation des acteurs et les questions éthiques, le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis 129, appelle à la création d'un comité d'éthique spécialisé dans les enjeux du numérique. Cette idée force trouve un sens certain au travers des révisions programmées à l'avance de la loi relative à la bioéthique. Mais il devrait être complété, selon moi, par la mise en place d'un recours systématique à des comités d'éthique mutualisés ou non, par branche, secteur, cela reste à déterminer, pour tous les acteurs qui, demain, participeront à notre système de soins, même si leur domaine de compétences semble à première vue très éloigné du monde de la santé. Entreprises informatiques, moteurs de recherche, entreprises de robotique ou de domotique, bailleurs collectant des données sur leurs locataires et donc leur mode de vie, assurance et banque. Je m'arrête là. Bien d'autres sujets sans doute pourraient être évoqués et peut-être le ferons-nous dans l'échange qui va suivre. J'espère déjà avoir apporté quelques éléments utiles à votre réflexion et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Dalmont. Vous avez fait référence à la fin de votre propos à la suggestion du CCNE sur la création d'un comité d'éthique du numérique. Quelles sont, selon vous, les formes que pourrait prendre? Alors, vous avez indiqué qu'effectivement, il devrait être lié avec d'autres comités d'éthique sur des branches, etc. Mais le comité d'éthique en lui-même, quelle forme il pourrait prendre, selon quelle modalité? Est-ce qu'il devrait aussi avoir un espace qui dépasse nos frontières au niveau européen? Est-ce qu'il y aurait des possibilités de partenariat avec d'autres comités d'éthique qui existeraient déjà jusqu'à présent à l'étranger ou qui seraient à créer? Le deuxième point, vous avez fait référence aussi à une autre préconisation du CCNE, qui est l'introduction d'un principe de garantie humaine du numérique. Comment vous voyez aussi les modalités pratiques de ce principe de garantie humaine pour à la fois l'inscrire dans la loi et ensuite qu'il soit effectif? Je vous laisse la parole. Merci. Concernant la forme que pourrait prendre le comité d'éthique, je pense que ce serait tout à fait opportun de partager et de pouvoir mettre en cohérence en fait l'action du comité d'éthique du numérique français avec ses partenaires européens voire mondiaux, puisqu'aujourd'hui le traitement des données notamment qui sont collectées en ce moment même dans cette salle, sur chacun d'entre nous, sont traités un peu partout dans le monde. Donc une coopération me semble plus que nécessaire, oui, tout à fait.
Concernant la garantie humaine, le CCNE parle en fait de cette garantie humaine. Moi, je parle de l'humain en dernier recours. Pour moi, ça doit s'inscrire vraiment dans le cadre de la loi comme un droit majeur, c'est-à-dire que dans le cadre du soin, tout le monde sait que l'humain compte, l'empathie compte. Il me paraît très difficilement acceptable pour un patient s'il ne souhaite pas être soigné par un robot ou une intelligence artificielle, de lui dénier ce droit. Donc pour moi, la force doit être majeure, oui, tout à fait. Oui, ce serait plus en fait l'affirmation d'un principe. Tout à fait. Un principe général. Monsieur le rapporteur. Pardon, excusez-moi. Sur la volonté de faire en sorte que la machine soit et demeure au service de l'homme plutôt que le contraire. Et on voit bien les dérives qui pourraient exister. Il y a déjà des cas où des diagnostics ont été effectués seulement par des ordinateurs, une intelligence artificielle, sans contrôle humain, surtout aux États-Unis. Alors certes, le président du comité d'éthique, Jean-François Delfrécy, nous a dit que quand il s'est lui-même, qui est un excellent médecin, confronté, je crois que c'était à Boston, à des ordinateurs, statistiquement, il faisait moins bien que la machine, évidemment, qui peut assembler un nombre de données plus importantes que le cerveau humain. Et donc, c'est bon. Mais ça n'empêche qu'en dernier ressort, le contrôle et la responsabilité doit appartenir à un humain. Donc, c'est là où on a donc, comment obtenir, réaliser, s'assurer de cet objectif, d'abord en ne laissant bien sûr aucune indépendance juridique à la machine, en mettant ça sous la supervision humaine, un peu d'ailleurs comme les robots en chirurgie, qui font mieux que la main du chirurgien, mais qui doivent être conduits, orientés, mis en action par un chirurgien. Et donc, si des complications surviennent, c'est le chirurgien qui doit les assumer. Donc, on est d'accord sur ces points-là, mais donnez-nous des indications sur comment on peut mieux atteindre cet objectif. Vous dites aussi dans un de vos textes que, sans parler de déception, mais vous trouvez que le rapport Villani est un peu faible sur le plan de la bioéthique. Et donc, je voulais que vous puissiez développer ça davantage parce que vous percevez que même s'il évoque, comme le Comité national d'éthique, la création d'un comité spécifique d'éthique du numérique, ça n'est pas, semble-t-il pour vous, suffisant pour garantir qu'il n'y ait pas de dérive. Donc, quelle est la place que vous attribueriez à un tel comité d'éthique du numérique et quels compléments vous apparaissent nécessaires, non encore prévus dans les rapports existants. Pour les objets connectés, on voit bien qu'il y en a une inflation actuellement et que c'est approprié beaucoup par le secteur marchand, que des données fuitent à partir aussi bien du secteur public que du secteur libéral, et que donc les malades de telle ou telle pathologie chronique se voient abreuvés de propositions parfois utiles, parfois superflues, mais ça démontre que notre système de contrôle, de régulation n'est pas efficace, qu'il y a des fuites un peu partout dans le système. Donc, que faut-il faire? Est-ce qu'on peut empêcher davantage ces fuites ou faut-il se dire qu'on n'y arrivera jamais, puisqu'il y a des hackers qui vont dans les fichiers du Pentagone, comment protéger plus efficacement les données de santé? Donc, est-ce que c'est par la dissuasion sous forme d'une pénalisation sévère de tous ceux qui se procurent et surtout de tous ceux qui utilisent des données confidentielles parmi les données de santé? Est-ce que je sais que dans certains pays, il y a des pénalisations très lourdes. Est-ce que c'est le modèle que vous préconisez pour qu'on dissuade tous ceux qui veulent pénétrer dans ces données confidentielles et les utiliser à des fins marchandes qui ne sont pas opportunes?
dans les autres questions vous ont été déjà posées par notre président. Je pense que c'était les principales... l'utilisation médicale, même très généralement, la proposition nous a été faite, nous a été rapportée à plusieurs reprises d'un observatoire qui pourrait non seulement, en définitive, exercer une forme de contrôle, mais aussi faire une détection et un suivi de tout ce qui apparaît innovant, mais qui véhicule éventuellement des risques. En tout cas, qui peut servir de lieu où on répertorie tout ça venant de France ou d'autres pays, sachant que la circulation est très rapide maintenant, pour que le filtre puisse être mis en place très précocement devant des nouvelles dispositions qui seraient susceptibles de contrevenir aux valeurs exprimées par les comités d'éthique de notre pays. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Dalmont. Je crois que c'est bon. Merci pour vos questions. Concernant la machine au service de l'homme, je pense que oui, effectivement, tout le monde est d'accord sur ce principe. Je pense l'avoir affirmé dans mon propos. Pourquoi je trouve que l'aspect éthique du rapport Viliani n'est pas suffisante? Peut-être sans vouloir au poids du papier, mais déjà, il y a le rapport Viliani sur l'aspect éthique, c'est 13 pages dans un rapport qui en compte plus de 200. Alors, il y a un énorme aspect économique, énorme aspect concernant la recherche mondiale, la concurrence mondiale, les efforts à faire pour rester dans la course. Oui. Par contre, les dangers énoncés dans le rapport Viliani sont finalement très minimes ou minimisés, tout du moins. Notamment au niveau du comité du numérique dont parle le rapport. Son rôle est plutôt d'information, mais pas du tout de contrôle. Il est plus présenté sous cette forme-là. Je pense que, vu l'importance en fait de cette quatrième, ce que tout le monde appelle la quatrième révolution industrielle, cette révolution du numérique, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à juste orienter ou informer. Il faut quand même que ce comité du numérique ait un véritable poids dans les décisions qui seront prises, parce que ça va trop vite à l'heure actuelle. Dans mon intervention, je vous parlais juste de 2 événements qui se sont passés sur 2 jours, mais en fait, des événements se produisent quasiment toutes les minutes sur l'intelligence artificielle et sur la robotique et sur la domotique. Et quand je parlais des objets qui sont présents dans cette salle, les ampoules sont connectées. Donc, il faut un vrai poids. Et je pense qu'il malheureusement, il n'est pas suffisamment présent dans le rapport Viliani. Il doit y avoir un vrai poids et un vrai rôle de contrôle. Voilà. Et je pense que ça devient vraiment nécessaire. Tous les appels des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, des grandes sociétés, démontrent ce besoin de régulation, ce besoin clair de régulation et de poser des limites. On ne peut pas avoir juste un comité qui soit là pour éventuellement informer le public. Ça me paraît un peu insuffisant. Concernant les objets connectés, je pense qu'effectivement, le traitement des données est un vrai problème. Dans mon propos, je vous parlais d'un code couleur avec effectivement un niveau d'habilitation. Je pense que ce comité du numérique serait tout à fait dans son rôle pour attribuer ces niveaux d'habilitation en fonction du traitement des données. Et on arriverait à à mon avis, bien meilleur contrôle avec ce système finalement assez simple de niveau
de données, où les entreprises feraient beaucoup d'efforts justement pour se mettre à niveau, pour garantir cette sécurité, puisqu'elles seraient labellisées, c'est dans leur intérêt, démontreraient toute leur bonne foi et leur bonne volonté pour être au niveau de la protection nécessaire pour les patients. Donc je pense que ça serait beaucoup plus efficace qu'un système très coercitif. Les entreprises d'elles-mêmes appellent à cette régulation, autant leur donner un moyen tout à fait simple, efficace de l'atteindre. Concernant l'observatoire de contrôle, de détection et de suivi, je reviendrai sur mon idée de comité d'éthique mutualisé. Encore une fois, de nombreuses entreprises aujourd'hui, de n'importe quelle taille, sont extrêmement sensibilisées, mais se heurtent à des normes qui sont différentes entre elles, travaillent sur une partie d'un traitement de données, sont obligés de travailler avec d'autres entreprises qui produisent d'autres parties de ce traitement de données. Si elles avaient déjà une possibilité d'avoir un comité d'éthique à plus petit niveau, mais qui leur permettent d'échanger, d'avoir un certain frein, un certain recul et un certain regard sur les conséquences de leur action cumulée à l'action d'une autre société ou d'une autre institution, cela permettrait assez facilement, finalement, de faire remonter une information éventuellement à un comité national, mais également que ces entreprises s'autorégulent beaucoup plus aisément entre elles. Très bien. Mais écoutez, il me reste avec le rapporteur à vous remercier pour votre intervention, votre contribution à ces sujets passionnants. Voilà, notre séquence d'audition de la journée se termine et rendez-vous maintenant la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.